Je crois que c'est bien, Camilla. Nous sommes à 25 participants, je crois que... Voilà, hein, ça fera venir les autres. Exactement. Donc, buonasera, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette première séance des 3 rencontres virtuelles intitulées Quelle reprise après la crise, organisée par le Circolo Franco-Italiano et la section Italie des Sciences Po Alumni. J'en profite pour saluer les organisateurs de ces 3 rencontres, les coprésidents du Circolo, Sophie Bichon et Ermete Mariani, ainsi que Rocco Ponzano. C'est un honneur de laisser la parole dans quelques instants à Pascal Perrino, président de Sciences Po Alumni. Donc, juste avant de commencer, je vous rappelle les règles formelles de Zoom, que désormais tout le monde, après ces 2 mois de confinement, a appris à connaître. Donc, les micros doivent rester fermés. Vous pourrez poser vos questions à travers le chat. Dans une première partie, nous aurons un débat entre notre invité Lorenzo Norsa, que je salue et je remercie d'être là depuis l'hôpital de Bergame, et les organisateurs. Et la deuxième partie sera consacrée à un échange avec le public, donc vous pourrez poser vos questions directement. Donc, s'il vous plaît, maintenant, gardez vos micros éteints et je laisse tout de suite la parole à notre président, Pascal Perrino. Merci beaucoup, Camilla. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais saluer le Cercle franco-italien d'avoir mis en place cette passionnante série de 3 conférences qui vont s'égrener tout au long du mois de mai et qui vont aborder plusieurs angles de la crise du Covid-19. Bien sûr, l'angle essentiel ce soir du terrain sanitaire, puis ensuite l'angle davantage économique avec le désastre que cette crise du Covid-19 engendre dans l'économie et particulièrement l'économie des services, que ce soit en Italie ou en France ou dans d'autres démocraties européennes, et de finir à la fin du mois de mai par le choc culturel de cette crise du Covid-19 dont on commence à mesurer les effets. Alors, je voudrais d'abord remercier extrêmement vivement le docteur Lorenzo Norsa, pédiatre à l'hôpital de Bergame, d'avoir bien voulu distraire 1 heure de son temps, que j'imagine précieux, pour venir discuter avec nous, discuter sur le terrain franco-italien qui, plus que jamais, est un terrain essentiel, parce que dans l'expérience vécue, depuis maintenant 5 semaines, nous partageons beaucoup. L'Italie et la France ont été les premiers pays les plus touchés. Dans cette sinistre comptabilité des morts, l'Italie et la France tout de même comptent à elles deux environ 60 000 décès liés à cette crise. Les stratégies ont été, même si elles ne sont pas tout à fait parallèles, des stratégies qui ont beaucoup privilégié le confinement, dont heureusement nous sommes en train de sortir sans toujours nous en apercevoir d'ailleurs, tellement la sortie du confinement est lente, mais cela a certainement, et vous pourrez nous le dire, sa pertinence. Les tensions sur le système hospitalier ont été extrêmement importantes de part et d'autre des Alpes. Il ne faut pas croire que le système hospitalier français n'a pas été soumis à un stress redoutable. Je parlais à midi avec quelqu'un qui est intervenu beaucoup en Seine-Saint-Denis et véritablement, on avait l'impression, en l'écoutant, d'écouter. Alors, je vous rappelle, en tout cas pour ceux qui sont déjà connectés, donc les 3 webinaires que nous avons organisés, comme le rappelait Pascal, il s'agit de 3 formes de témoignages, débats sur 3 thèmes suivants, je vous les rappelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler des enjeux sanitaires en Italie avec notamment le docteur Lorenzo Norsa, comme nous l'avons déjà dit. Le deuxième rendez-vous sera les mardis prochains, mardi 19 mai à 18h30, sur les enjeux du secteur des services à l'international. Et nous aurons comme invité Angelo Piccirillo, qui est directeur juridique de Sodexo, qui représente un peu la deuxième ligne. Si la première ligne, c'est la ligne sanitaire, la deuxième ligne est sûrement celle des services qui ne s'est jamais arrêtée, même pendant la période de confinement.
Et le troisième rendez-vous sera prévu le mardi 26 mai à 18h30 sur les enjeux des secteurs culturels entre la France et l'Italie. Donc, je vous invite à suivre le site de Sciences Po Alumni pour vous inscrire aussi au prochain rendez-vous. Donc, si Pascal n'arrive pas, je me permets de continuer. Et donc, c'est un plaisir de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, le docteur Lorenzo Norsa, qui est pédiatre gastro-entérologue à l'hôpital de Bergame depuis 2017. Donc, Lorenzo Norsa, vous avez une carrière internationale entre l'Italie, la France et Israël, avec notamment une expérience de presque 3 ans à l'hôpital Necker de Paris entre 2015 et 2017. Votre point de vue sur les thèmes d'aujourd'hui et donc les enjeux sanitaires en Italie, autant depuis la crise à partir du mois de février et dans cette phase 2 ou de déconfinement. Donc, votre point de vue va être doublement intéressant. D'une part, vous avez été engagé en première ligne avec des patients COVID dans l'un des hôpitaux les plus touchés au monde. D'autre part, vous avez vous-même vécu une expérience biographique sans précédent. Votre femme, juste avant d'accoucher, était positive au virus et donc vous n'avez pas pu voir la naissance de votre troisième fille parce que vous étiez en même temps à l'hôpital de Bergame avec les patients Covid. Donc c'est là, je pense que ça peut n'arriver qu'une fois dans la vie. Quel est votre témoignage sur la situation à Bergame et surtout, peut-être pour un public plus francophone ou plus parisien, pourquoi cela est arrivé à Bergame? Qu'est-ce que Bergame représente en Europe et peut-être dans le monde? Et comment est la situation aujourd'hui? Je vous laisse la parole. Je prie tout le monde de garder les micros éteints et ensuite nous aurons les questions des organisateurs. Merci. Bonjour à tout le monde. Et premièrement, je remercie Camilla, je remercie toute l'association des alumni de Sciences Po pour cette invitation. Je m'excuse davantage pour mon français qui ne sera pas parfait, mais j'essaierai de faire de mon mieux et si je fais quelques erreurs, vous allez me pardonner, j'espère. Alors, on commence par la première question qui est pourquoi Bergame? Pourquoi Bergame? C'est très, très compliqué à expliquer. Au moins, on n'a pas encore des vraies réponses sur cette question. On va en avoir probablement avec des études épidémiologiques, j'espère. Il y a plusieurs choses qui se sont passées à Bergame qui sont un peu extraordinaires et qui sont l'argument d'un article qui a été publié récemment, il y a 3-4 jours, sur le New England par le professeur Remuzzi, qui est un des plus grands professeurs de l'université et de l'hôpital où je travaille. Et cet article, en fait, il dit bien qu'il y a eu un problème de confinement sur un des hôpitaux qui sont de la province de Bergame. Parce qu'en fait, l'hôpital d'Alzano, qui est une toute petite ville qui est juste en dehors de Bergame, a eu probablement le premier cas de Covid à l'hôpital le 23 février 2019. On va dire, c'était contemporané au premier cas qui a été en fait diagnostiqué à l'hôpital de Codogno, qui est dans l'autre province, la province de Cremona, qui était la deuxième plus touchée en Italie et la première en termes de timing. Mais la différence, c'est qu'à l'hôpital d'Alzano, il y a eu une première idée de fermer l'hôpital et d'essayer de tracer les comptages, mais la région, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les vraies problématiques, mais a décidé de laisser l'hôpital ouvert. Ça, bien entendu, a créé ce qu'on appelle un foyer d'infection intra-hospitalier qui, on sait, est le plus dangereux parce qu'en fait,
Là, on a tous les médecins et les personnels sanitaires qui commencent à être affectés par le virus et donc ils vont apporter le virus sur des autres personnes qui sont saines. Et du coup, ça est probablement une des difficultés qui a été au début de l'infection. En plus de ça, la région de Bergame n'a pas été mise en zone rouge les premiers jours de confinement. Et ça, c'est une chose qui a été très compliquée, j'imagine, et très compliquée aussi pour notre région à concevoir, parce que, comme vous pouvez le savoir, la région de Bergame est une des régions la plus prolifiques, avec des industries qui sont, on va dire, tous les 5 km, plus ou moins. Une des régions qui a la densité de population la plus haute dans toute l'Italie. Et du coup, c'était beaucoup plus compliqué d'essayer de faire un vrai confinement dans la région de Bergame. Et du coup, cela n'a pas été acté en première intention. Et ça, ça sûrement a affecté le comptage dans la région. Les autres deux choses qu'il faut prendre en considération et qui sont maintenant, je pense, qui vont être vraiment répondues par des études épidémiologiques, c'est la pollution. Parce qu'il y a des études qui ont dit que les zones qui ont été plus polluées, comme la région de Wuhan en Chine, qui est une des plus polluées dans le monde, et ce qu'on appelle la Pianura Padana, qui est une des régions les plus polluées en Italie, peuvent avoir eu un impact sur le virus. Et il y a aussi une question climatique, parce qu'on voit de plus en plus que les régions qui commencent à avoir le Covid en premier et qui ont une grande infection ont plus ou moins le même climat. Et ça se voit beaucoup en Italie, où on a une vraie différence entre le nord et le sud en tant que comptage. Une différence que pour l'instant, on ne peut pas bien comprendre parce que, comme j'ai dit, on n'a pas encore des études épidémiologiques, mais que peut-être peut être aussi dû au climat et aux conditions climatiques. D'accord, merci. C'est en effet très intéressant. Je pense qu'on va revenir sur ces questions liées aussi à la pollution qui, bien évidemment, sont très intéressantes. Mais quel est votre témoignage sur la situation? C'est-à-dire, vous avez vraiment vécu du début à la fin la crise et maintenant un peu cette sortie des crises. Avez-vous un peu d'optimisme pour aussi l'avenir. Je vous rappelle qu'en France, les déconfinements, donc c'est qu'en Italie on appelle la phase 2, a commencé hier. En Italie, ça a commencé depuis 8 jours. Donc, quelles sont vos prévisions pour les semaines et les mois à venir? Merci. Comme le disait bien le professeur Perrineau, la situation a été plus que dramatique. Ce qu'on a vécu ici, c'est incroyable et je pense que personne ne peut bien expliquer ce qui était. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'était vraiment comme une grosse crise de guerre sanitaire, parce qu'en fait, tous les jours, on avait plein de nouveaux patients qui entraient à l'hôpital. Notre hôpital, en soi, il a changé. Notre hôpital a en tout 780 lits. En tout l'hôpital de Bergame. Et en fait, en 6 semaines, on a dû consacrer plus de 500 lits, ça veut dire plus de la moitié de nos lits, seulement à patients Covid. Et il y avait des entiers départements qui naissaient, on va dire, tous les 2 jours. On devait ouvrir une nouvelle partie de l'hôpital et la consacrer aux patients Covid. Ça a été vraiment un stress absolu. Ça a commencé en plus dans un week-end, mais ça, on sait très bien que ça commence toujours dans un week-end. On ne sait pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. Et du coup, il y a eu une unité de crise qui s'est formée pendant le week-end et qui a commencé à mettre en place tous les départements. Et en fait, on estime qu'au pic qui a été environ le 28 mars, on avait 500 patients dans l'hôpital et on avait l'équipe de médecins qui normalement, 70% des équipes des médecins et des aides-soignants étaient consacrées en fait au Covid.
C'est pour ça qu'en fait, moi aussi, que je suis un pédiatre et je n'ai pas de spécialisation en maladies infectieuses ou en pneumologie, j'ai été consacré pendant des mois, 2 mois, à m'occuper de patients Covid. On a fait on va dire un traînage sur le champ, vraiment un traînage sur le champ pendant 2 ou 3 jours. Et après, on a été mis avec, bien entendu, la supervision des médecins, des adultes, nous occuper du Covid. Ça, c'était vraiment quelque chose de choquant parce qu'au début, l'infection était difficile à gérer, les patients étaient super difficiles, c'était vraiment une course pour savoir qui allait prendre la place dans des soins intensifs, en fait, parce qu'on n'avait plus de place et du coup, on devait choisir qui avait des comorbidités, qui n'avait pas de comorbidités, selon l'âge. Ça a été hyper compliqué. Après, on va dire, on a commencé à avoir un peu plus d'expérience probablement, ça c'est la première chose. On a commencé à avoir un peu plus d'écho sur les traitements, parce que ça c'est l'autre chose, parce que bien entendu, les traitements ont été utilisés en Chine, mais on ne savait pas qu'est-ce qui était efficace, qu'est-ce qui n'était pas efficace. Et du coup, au début, on a commencé un peu à l'aveugle. On a commencé à changer nos traitements, à changer nos pratiques. Et en fait, dans l'article qui est publié dans le New England, on dit bien que notre mortalité dans les premiers 10 jours a été environ de 30%. Ça veut dire 1 sur 3 qui était hospitalisé allait mourir dans l'hôpital. Et en fait, la mortalité a descendu en 2 semaines à environ 1-2%, qui est la mortalité normale dans un hôpital pour le Covid-19. Ça, c'est l'effet de ne pas avoir de communication, en fait, d'avoir une chose qui est complètement nouvelle, avec les communications qui ont été très difficiles parce qu'on sait que le virus a commencé en Chine, où il y a un régime, et du coup, il y a des difficultés en communication. Et du coup, l'expérience a été choquante, mais je dois avouer très formateur pour moi et pour tous les gens qui ont prêté leur service. Je pense que dans une période comme ça, être en première ligne était pour moi une chose qui m'a beaucoup changé. Mais d'autre part, ça a été vraiment difficile aussi au niveau personnel et comme vous allez après en parler dans un de vos webinaires, c'est très, très compliqué aussi au niveau culturel. Mais ça, je pense que ça va être compliqué pour tout le monde, pour les enfants, pour les grands, pour les médecins. Et du coup, on va un peu vivre avec ce choc du Covid pendant longtemps. Merci Lorenzo, merci beaucoup de ton témoignage aussi direct et vivant, vraiment dans le terrain. J'ai vu que Pascal Perrineau, notre président, est revenu. Est-ce que vous voulez lui poser une question, Pascal? Oui, j'espère cette fois-ci que le système marche. Vous m'excuserez pour tout à l'heure. On a souvent présenté, vu de l'extérieur, le système italien comme étant un système hospitalier fonctionnant bien dans les régions du Nord, alors que les problèmes du système hospitalier étaient plus vifs dans les régions centrales et les régions du Sud. Et pourtant, on a vu ce système performant, sur le papier du moins, on a vu ce système incroyablement débordé. À quoi, à votre avis, cela tient-il, alors que le système hospitalier dans le Sud a été plutôt préservé? Je ne dis pas qu'il s'est amélioré, mais que l'épidémie est restée sous contrôle. Et pourquoi, au fond, est-ce que ça tient au système de barrières efficaces que les régions du Nord ont mis en place? Et deuxième question, l'Italie a, par rapport à la France, une grande différence. C'est une régionalisation beaucoup plus vivante. Et je voulais savoir si, au fond, vous, docteur, connaissant bien le cas français et le cas italien, vous considérez que la régionalisation en Italie a été un plus pour répondre au plus près du terrain ou un moins? Merci, professeur, pour les questions. Je commence en répondant à la première question.
Ce que vous avez dit est absolument vrai. On a toujours parlé du système sanitaire du Nord étant le mieux conçu par rapport au système du Sud. La vérité est que nous, on a dû absorber tout l'onde qui arrivait parce qu'en fait, au Sud, même maintenant, on a des taux de comptage qui sont très, très bas et des taux de comptage qui se sont maintenus très, très bas, même si on n'a pas eu des systèmes de traçage de contacts qui ont été mieux. Hein. C'est juste une question, moi, je pense, de région, de densité de la population dans le Nord, de pollution et probablement de climat d'un côté. Et ça a beaucoup eu un impact dans notre gestion au jour à jour. Après, même dans le Nord, il faut faire des précisations parce que pas tout le Nord a répondu au même temps parce qu'on a une régionalisation, comme vous l'avez bien dit, et du coup, on a des régions qui ont été beaucoup plus virtueuses dans la gestion du Covid. Je vais faire l'exemple de Veneto, où on a à Venise. C'est une région qui a eu le même impact qu'on a eu en Lombardie, mais en fait, la gestion régionale du Veneto a été beaucoup mieux que la nôtre parce qu'il y a eu le traçage des contacts était beaucoup plus important et beaucoup plus capillarisé dans la région. Et en fait, le Veneto n'a pas eu une difficulté sanitaire comme on l'a vécu en Lombardie. Pour répondre à votre question sur la régionalisation, ça c'est très compliqué pour moi, en plus, répondre à une question comme ça devant des alumni de Sciences Po, parce que bien entendu, moi je vois seulement mon côté sanitaire. Je pense que même les systèmes régionaux sont différents entre les États. Nous, en Italie, on a un système qui est on va dire sur le papier, il est régionalisé, mais après, on a des décisions qui arrivent par le haut qui doivent être mises en route par les régions. On n'a pas des vraies décisions par les régions qui peuvent décider de soi-même. Et ça, je pense que c'est une grosse difficulté dans un cas comme cela, parce qu'on a vu quand même un lockdown dans des régions où on avait un cas tous les semaines. Ça, c'est une chose qui est un peu difficile à concevoir parce que il y a des entières régions qui ont dû fermer tout pour ce modèle. Et si on part du principe d'un modèle régional, on se dirait que peut-être des régions peuvent rester ouvertes ou même changer leur politique. Mais ça n'a pas été le cas en Italie parce qu'en fait, on continue à avoir une centralisation des décisions qui arrivent par le haut et après, ils sont mis en place par les régions. Ça, c'est la différence. Je pense que l'Allemagne, par contre, a fait des décisions qui ont été un peu différentes sur cela et ont eu un peu plus d'autonomie dans les Landes. Et ça, probablement, est un modèle qui peut être mieux conçu parce que ça donne un peu de liberté aux Landes de décider comment acter la politique de traçage et comment l'acter en fonction de la pourcentage de comptage, de la pourcentage de patients affectés, de comment vont les hôpitaux, parce que peut-être dans un land plutôt qu'une autre, on a plus de soins intensifs et du coup, on peut se permettre d'être un peu plus virtueux et dans un autre land, on en a moins et du coup, on doit être un peu plus strict. Ça, je pense, c'est une chose qui va être très débattue pour le futur parce que là, on a appris des leçons, même si on ne les a pas encore appris parce qu'on n'a pas encore les résultats des études épidémiologiques. On va dire, on va apprendre des leçons et je pense que ça va nous donner des idées. La chose que j'espère, c'est que ça va donner des idées aussi à l'Union européenne et que ça va donner des idées aux politologues comme vous tous pour nous guider dans ce qui est la possibilité d'un autre enjeu pareil. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je laisse la parole à Hermete qui va poser la prochaine question. Hermete, tu es là? Oui, vous me voyez? Ben, merci à tout le monde, merci à Pascal Perrineau pour nous avoir donné cette possibilité et surtout merci à Lorenzo Norsa de nous dédier ce temps. Je suis Hermete Mariani, co-président du Circolo Franco-Italiano et je voulais continuer un peu sur une question que vous avez abordée rapidement, la relation entre la pollution, le climat et la contagion. Est-ce qu'on a
assez de données pour l'instant pour avancer des hypothèses ou pas encore? Et si oui, qu'est-ce qu'on doit imaginer pour l'après? Donc ça veut dire que les politiques de réduction de l'empreinte carbone, la réduction de la pollution dans les villes, ça devient une question stratégique, pas seulement pour les maladies strictement liées à la pollution, mais aussi pour une sécurité sanitaire beaucoup plus vaste. Merci Hermès de la question. Alors, à la première question qui dit si on a assez de données, non. On n'a pas assez de données. On ne peut pas répondre encore à cette question. Parce que la difficulté en médecine, c'est toujours de comprendre que l'enjeu en faisant des hypothèses, c'est d'avoir ce qu'on appelle la reverse causality. Ça veut dire, nous, on a beaucoup de pollution et du coup, on a plus de patients qui ont des comorbidités et donc, on a le Covid ou c'est vraiment la pollution qui nous donne le Covid. Ça, on ne le sait pas. On ne peut pas encore le savoir parce qu'on n'a pas encore des études qui ont lié, et ça, il n'y en a pas encore en littérature, mais il faut dire que faire des études scientifiques dans ce contexte est très, très compliqué. Du coup, pour l'instant, on avance aussi dans la communauté scientifique par hypothèse. Donc, on n'a pas encore des études qui peuvent nous prouver la relation entre la pollution et la maladie. Mais par contre, on a des hypothèses qui se basent sur comment on regarde les choses, sur comment on peut regarder un peu le planisphère mondial et voir où sont les régions qui ont été les plus affectées. Et du coup, donc, on parle de la Lombardie, qui est une région très, très polluée. On parle de la région de Wuhan. On peut parler des régions autour de l'île de France. Il y en a beaucoup qui ont été mis en route. Et on parle de la région de New York, bien entendu. Donc, on peut avoir des idées sur la pollution, mais on n'en a pas encore assez pour donner une confirmation. La chose qui est sûre est que la pollution engendre des comorbidités. Et ça, on le sait. Du coup, on sait que les personnes qui vivent dans des zones qui sont plus polluées ont peut-être plus d'asthme, plus de maladies infectieuses liées aux poumons. Et bien entendu, quand on parle d'un virus qui a comme première base qui donne une pneumonie interstitielle, ça vient en soi de dire que dans des régions où on a des personnes qui ont plus de comorbidités liées aux poumons, bien entendu, le virus va être plus morbidique, on va dire, que dans des régions, peut-être à la campagne, où on a des personnes qui vont mieux et qui ont moins de comorbidités pulmonaires. Ça, on peut peut-être le dire. Donc, si vous me dites, si vous me demandez si ça peut nous donner des idées pour des politiques qui vont diminuer la pollution, bien entendu. Il faut que ça soit un stimule pour essayer d'avoir des politiques qui nous aident dans la pollution. Ça, c'est sûr, parce que de toute manière, si ce n'est pas le Covid, ça va être une autre infection. Hein. Ça, c'est seulement la première, probablement, des grandes infections qu'on va avoir. Et du coup, nous, on doit, si on veut avoir moins d'enjeux, avoir une population qui a moins de comorbidité et donc qui va mieux sur le plan pulmonaire. Ça, j'en suis sûr. Merci beaucoup pour cette explication très claire. La prochaine question, c'est Rocco qui va la poser. Oui, bonsoir à tous et merci encore à Lorenzo d'être là avec nous. J'ai noté quelque chose dans ton témoignage. Désolé, j'étais tutoie, mais bon, ça nous donne une vraie proximité. C'est humaine aussi, cette histoire de l'épidémie. Donc, dans ton témoignage, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que tu nous as dit que durant le pic de l'épidémie, le 28 mars, en fait, tous les médecins et tous les docteurs de l'hôpital de Bergame, en fait, ont été reconvertis en médecins pour s'occuper effectivement des patients Covid, tout en n'étant pas nécessairement formés à ça, que ça a été une vraie formation sur le champ. Donc, ensuite, l'autre chose qui m'a frappé dans ton intervention, c'est qu'effectivement, tu as touché ce problème, qui finalement, c'est un problème moral aussi, et on en avait parlé en Italie durant un certain moment du tri des patients, parce que quand effectivement les structures sont obérées de travail
il peut se poser la question du tri de patients, qui c'est bien évidemment aussi un choix moral qui s'impose, qui est très dur à prendre. Donc, pour synthétiser, ma question porte sur la vulnérabilité des médecins, parce que bien évidemment, vous êtes en première ligne et depuis le début aussi, vous êtes très touché, vous personnellement, par cette épidémie. En Italie, il y a beaucoup de médecins qui sont morts. Il y a un certain nombre aussi de personnes du personnel soignant qui est mort. Donc, à la une de cette crise et en ces moments aussi où on commence à voir une lueur d'espoir, donc une sortie, comment repenser le système de santé pour l'avenir et comment protéger davantage le personnel sanitaire, les médecins, les aides-soignants. Est-ce que cette crise a aussi donné des solutions ou des pistes de solutions pour ça dans ton expérience personnelle? Premièrement, il me faut de faire juste une petite 1 minute on va pas dire de silence, mais ça, comme tu l'as dit, ça a été vraiment hyper difficile pour les médecins. L'article de New England que je citais, il dit qu'il y a eu 18 médecins de famille qui sont morts dans la province de Bergame dans la période de l'infection, et ils sont morts pour des infections de Covid. Il y a encore des collègues à moi qui sont en réanimation. Il y a des aides-soignants qui ont dû laisser leur famille. Du coup, ça, c'est bien entendu une chose qui nous a frappé, qui nous a vraiment mis devant la vulnérabilité de notre travail. J'ai eu la chance de probablement, sans le savoir, prendre l'infection au tout début et la faire en version avec peu de symptômes. Et du coup, j'ai juste eu cette chance. Mais je sais que je pouvais être l'un des médecins qui ont été hospitalisés en réanimation. Ça, on le sait. Le problème de la vulnérabilité s'est posé parce qu'en fait, au tout début, on n'avait pas l'idée de ce qui allait se passer. On n'avait vraiment pas assez d'informations. Et c'est arrivé vraiment comme une tsunami. Et on ne s'est même pas aperçu, et probablement on n'a pas donné assez d'importance à l'infection. Je dis que tous les médecins qui sont morts à Bergame sont des médecins de famille parce que la réalité, c'est que c'est eux qui ont été encore plus en première ligne que nous. Parce qu'en vrai, quand tu es à l'hôpital, après, il y a comme j'ai dit, il y a une unité de crise qui se conçoit, il y a des gens qui vont penser pour toi, il y a l'hôpital qui va tout marcher dans un sens. On va avoir des instruments pour nous protéger. Et comme on l'a dit plusieurs fois quand on était en train de travailler dans les départements de Covid tous ensemble, moi je travaillais avec un dermatologue, un ORL, des spécialistes qui n'ont pas fait de Covid comme moi. On se disait, on est beaucoup plus sûr en étant sur le champ devant des patients Covid, parce que là, on sait qu'on est protégé, plutôt que travailler en fait dans la réalité, dans la vie normale. Parce que dans la vie normale, il y a eu beaucoup de patients qui ont été asymptomatiques ou avec peu de symptômes, qui ont en fait amené l'infection dans toute la région. Et du coup, les médecins de ville ont été les plus battus par cette infection, et c'est vraiment avec un gros regret parce que ça veut dire qu'on n'a pas probablement mis en route le traçage des infectés comme il fallait. Mais bien entendu, quand on est, comme ça a été la région de Bergame, on va dire un peu expérimental pour toute l'Europe parce qu'on a été les premiers, c'est très facile à le dire à la fin du lockdown, mais c'est un peu plus difficile de le dire quand on a la vraie tsunami qui arrive. Donc, pour ce qui concerne l'avenir, c'est encore plus difficile parce que moi, je pense que quand vous pensez à votre phase 2, bien entendu, vous pensez à le déconfinement que vous avez dans votre vie réelle. Mais le déconfinement, les mesures qu'il faut prendre dans un hôpital maintenant sont encore plus difficiles que toutes les mesures que vous avez dit. Parce que, en fait, si on a 2 personnes qui vont avoir un contact et ils vont se contager entre eux en famille, oui, ça c'est
une chose qu'il faut bien entendu éviter. Mais si cela arrive, ça arrive. Si par contre on a un patient qui est asymptomatique, mais qui est infecté par Covid, qui rentre à l'hôpital et nous on ne l'a pas tracé, ça c'est un désastre. Parce qu'on va davantage avoir un foyer hospitalier. Et du coup, pour ça, pour nous, la phase 2 est vraiment difficile. Moi, je peux parler de mon expérience personnelle en pédiatrie. En pédiatrie, le problème, ça ne vient pas premièrement des enfants, mais ça, on va en parler peut-être plus en avant, mais ça vient surtout des personnes qui vont accompagner les enfants. Parce que les enfants, on a vu que plus ou moins, ils vont mieux, ils ont des infections sans symptômes, quelques-uns, ils n'ont pas d'infection du tout. Mais par contre, il faut qu'ils soient accompagnés par la mère ou le père, et du coup, même ça, il faut le tracer. Tous ceux qui rentrent dans l'hôpital, il faut les tracer. Les personnes qui viennent faire des visites, chose qui n'est plus possible. Du coup, la phase 2 de l'hôpital est vraiment compliquée. Et là, on face cette phase 2 et même maintenant, nous, on essaye de commencer à voir les patients de façon ambulatorielle, mais c'est hyper compliqué pour avoir les espaces qui doivent être différents, pour avoir les temps qui doivent être différents. Tout doit être différent. Du coup, oui, on a encore des gros débats et on a encore beaucoup à travailler pour la phase 2. Et ça va être difficile pour nous et ça va être probablement difficile aussi pour la France à l'avantage quand il va commencer le déconfinement qui est commencé là hier. Et du coup, oui, c'est très compliqué aussi pour les personnels sanitaires dans ce cas de figure. Merci. Merci beaucoup. C'est en effet très compliqué. Je laisse la prochaine question à Sophie, si elle est là. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Sophie Bichon, coprésidente avec Hermette et Mariani du Cercle franco-italien. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Et merci à vous, docteur. Ma question porte sur le rôle de l'Union européenne et de façon plus globale sur la coopération européenne. La pandémie nous a touchés tous, au final, à des degrés divers en Europe, mais on n'a pas eu de réponse réellement commune, notamment car les politiques de santé sont plutôt compétences des États membres, donc chaque pays a eu ses temps propres et ses réponses propres. Comment peut-on penser à des réponses communes européennes dans ce cas? Est-ce que d'un point de vue pratique, il y a eu des échanges entre les différents hôpitaux européens pour partager les pratiques face à cette pandémie et comment, à votre avis, on pourrait réfléchir à l'avenir à une meilleure coopération à niveau européen? Merci pour la question qui est davantage encore plus difficile pour un médecin entre des politologues. Alors, la chose que si vous avez le temps de regarder un peu sur Internet, je vous inviterai à regarder le site de l'Organisation mondiale de santé, qui a essayé déjà en mars de donner un peu des plans d'attaque, on va dire, pour l'Union européenne, pour aller contre le virus. Et il a dit ce qui étaient les 16 points qui étaient les plus importants dans ce cas de figure. Mais en fait, la chose qui est très intéressante, c'est que en fait, le site de l'Organisation mondiale de la santé, il vous donne aussi la possibilité de regarder et de faire une comparaison, parce qu'ils vont vous faire un PDF de comment les pays ont différemment fait, on va dire, fait en sorte d'améliorer leur système. Et si vous regardez ça, il vous donne l'autorisation de mettre 10 pays différents et de mettre 4 questions différentes que vous pouvez poser à l'Organisation mondiale de la santé. Vous allez voir qu'en fait, tout le monde a fait différemment. Moi, j'apporte juste une réflexion qui est sur le traçage de comptage, qui est maintenant en Italie un des points le plus difficiles. Parce que, en fait, vous savez que des pays comme la Corée ont fait un traçage de comptage qui a été capillaire et 7000 comptages et après c'était fini.
parce qu'ils avaient déjà l'expérience de la MERS. Et on sait qu'ils avaient des autres expériences sur des apps et qui ont tracé le comptage. Par contre, si vous allez faire la différence entre tous les pays sur le tracé de comptage avec des applications, vous allez voir que nous, l'Italie qui a été la première touchée, en fait, maintenant, après 2 mois et demi, on n'a pas encore d'app parce qu'on a des problèmes bureaucratiques avec la propriété des données, avec qui est propriétaire des données, qui va utiliser ces données, si les données vont être échangées, vont pas être échangées, si les données ils sont anonymisées, comment ils sont anonymisés, du coup, la question sur les données privées, et du coup, ça, c'est très, très compliqué. Et vous allez regarder les autres pays, on sait que les UK ont fait faire une application par Google et Apple qui est sortie déjà, je pense, 2 ou 3 semaines, il y a 2 ou 3 semaines. L'Allemagne a une application. Du coup, c'est très compliqué à dire comment l'Europe peut faire quelque chose qui est harmonieux. Parce qu'en fait, ce qu'on aurait besoin, ce serait quelque chose d'harmonieux et que tous les pays peuvent aller dans le même sens. Mais pour l'instant, de mon point de vue, c'est un peu difficile à concevoir. Mais je pense que c'est l'objectif qu'on doit se poser pour le futur, parce qu'en fait, c'est ce qu'on aurait besoin pour pouvoir être plus préparé quand s'il y aura une autre pandémie. Merci beaucoup. En effet, les questions internationales et européennes sont très importantes, non seulement d'un point de vue sanitaire, mais comme on l'a vu, d'un point de vue aussi économique. J'aurais une dernière question avant de laisser la place au public de poser vos questions. Alors, comme peut-être vous le savez, la France, à partir d'aujourd'hui, a permis à 1,5 million d'enfants de retourner à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale française, Jean-Michel Blanquer, a même déclaré hier, avec un peu de provocation, qu'il y a plus de risque à rester chez soi que d'aller à l'école. Alors que l'Italie, on est sûr que désormais jusqu'à septembre, il n'y aura pas d'ouverture d'école. Quel est votre point de vue en tant que pédiatre et père des 3 enfants sur cette question très très difficile sûrement à gérer dans la phase de déconfinement? Merci pour la question, Camilla. Cette question me touche de tout près pour millions de motifs qui sont mon métier et aussi ma famille. Alors, c'est une question encore très difficile à répondre. Je suis désolé de dire tout le temps que c'est difficile à répondre, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de données pour vous donner des réponses qui sont vraiment finales. Du coup, ce que je dis maintenant, peut-être dans 2 semaines, il ne vaudra rien. Hein. Ça, on le saura dans 2 semaines. Hein. Mais les premières données qu'on a, c'est vrai qu'ils disent que les enfants ils sont moins affectés. Il y a une étude qui a été faite, et c'est pour ça que j'ai parlé de la région Veneto. Il y a une étude qui a été faite et qui doit être publiée, mais il n'est pas encore publié sur Nature. Parce qu'un des foyers d'infection a été dans un tout petit village qui s'appelle Vo Euganeo. Et c'est un tout petit village qui est à côté de Padoue. Dans ce petit village, ils ont essayé d'être vraiment de faire le traçage de comptage le plus capillaire possible. Et donc, ils ont testé toute la population de 2000 personnes. Et ils ont testé la population entière une première fois au début de l'infection, où il y avait le début du foyer, et une deuxième fois à la fin du lockdown. La réalité, c'est que l'étude, il dit que les enfants qui étaient dans la population, dans le premier test, du coup, au début de l'infection, il n'y avait personne qui était positif, même s'il y avait des enfants qui vivaient dans des familles où il y avait des positifs. Et même à la fin du lockdown, il y a seulement 8 enfants qui ont été retrouvés positifs. Donc, l'étude, il ne peut pas conclure que les enfants, ils ne vont pas s'infecter, parce que ce n'est pas ça, parce que les enfants, ils peuvent s'infecter, bien entendu, mais il peut conclure qu'ils s'infectent dans une mesure qui est beaucoup plus basse. Et du coup, ce qu'on a toujours dit de faire attention, parce que les enfants, ils peuvent être des vecteurs sans symptômes, il faut voir si c'est vraiment le cas.
Du coup, pour ce qui concerne l'ouverture des écoles, c'est une question qui est compliquée. Pour ce qui me concerne en première ligne comme pédiatre, il faut aussi faire un petit discours sur ce qui est en fait la santé mentale des enfants. Parce que là, le problème d'être à la maison maintenant depuis 2 mois commence à engendrer des vrais problèmes dans la communauté des enfants. Et ça n'a pas été malheureusement pris en compte par le gouvernement italien dans cette période, parce que on a décidé que c'était plus facile et probablement plus pratique laisser tout à septembre, où on aurait probablement plus de temps pour mettre en place un vrai confinement. Mais je ne suis pas sûr que ça, c'est vraiment une question sanitaire. Je pense qu'il y a beaucoup de politique qui a engendré cette décision. Parce que je pense que politiquement, il était plus facile de confiner des enfants qui n'ont pas droit de vote, sur lesquels on sait que ça sera très compliqué de les mettre en confinement. Et du coup, c'est encore plus difficile de rouvrir des écoles avec des nouvelles méthodes d'instruction quand on sait que l'école va terminer dans 1 mois. Et du coup, je pense que la politique a beaucoup joué dans cette décision. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ça a joué dans le bon sens. On sait très bien qu'en Suède, les écoles ont été ouvertes depuis le jour du lockdown, ont été complètement ouvertes pendant toute la période du Covid. Ça n'a pas augmenté. Ça a augmenté, bien entendu, le taux de personnes qui ont été positives, probablement, mais ça n'a pas augmenté le taux de mort. Du coup, mais bien entendu, il faut faire des précisations. La Suède est un pays avec une densité de population très basse, et du coup, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en compte. Mais il y a des autres systèmes. Ça seulement pour dire qu'il y a des autres systèmes qui ont agi différemment, et il faudra à la fin, quand on aura tous les données, se dire qu'est-ce qui est le système qui a fonctionné le mieux. Et ça sera très compliqué parce que comme il y a de la politique derrière, je ne sais pas si on va être vraiment très honnête sur le système qui a bien fonctionné. Mais ça sera à vous de nous le dire, hein, parce que moi, je me contente de faire ma partie, on va dire, sanitaire. Merci, c'était très très clair et surtout très intéressant. En effet, on verra à la fin de cette période qui aura pris les bonnes décisions et comment éventuellement sanctionner ces décisions politiques. Parce que comme vous l'avez bien souligné, les scientifiques, les médecins sont là pour nous informer, mais ensuite c'est aux politiciens d'avoir le courage et la responsabilité de prendre des décisions. Donc c'est là, en effet, ça va être une matière passionnante pour toutes les recherches en théorie politique. Est-ce que maintenant nous sommes prêts pour les questions du public? Quelqu'un veut prendre la parole? Je vois que Richard avait écrit dans le chat. Richard, vous voulez poser votre question directement? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Oui, ma question, c'était pour le docteur. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en tant qu'Italien, d'avoir été abandonné par l'Europe et au moins celle du Nord? Parce que ce n'est pas seulement sur l'aspect de la santé, mais bon, sur l'aspect de la situation politique et des besoins en matière budgétaire, des choses comme ça. Non, bah, on avait le sentiment, enfin nous, vu de France, moi personnellement, de penser que débrouillez-vous, quoi, vous avez qu'à mettre de l'ordre dans vos finances et puis voilà. Merci pour la question. Oui, si la réponse est un peu claire, mais je pense que ça vient du fait qu'on a été les premiers et du coup, ça a été vraiment compliqué. Et au début, oui, on se sentait très abandonné. Et je dois avouer que même au début, je me suis posé beaucoup de questions sur la communication qu'on a fait, que notre État, l'Italie, a fait au tout début de l'infection. Parce qu'en fait, on s'est mis en première ligne en disant, nous, on est tous infectés. Et ça, bien entendu, engendrer toutes les choses, vous savez, de fermeture des vols, de fermeture du tourisme.
ça, c'est une question très, très vaste qu'il faudrait se poser parce qu'en fait, moi, je pense que c'était juste un jeu du chat et de la souris. Il y avait quelqu'un qui attendait que le premier fait le premier pas parce qu'en fait, on sait que probablement l'infection est rentrée par l'Allemagne. Ça, il y a des études qui l'ont prouvé. Et les Allemands, ils ont dit oui, on avait des pneumonies, mais on les a pas testées. Du coup, je pense que oui, pour en faire une réponse courte, oui, c'est vrai que nous, on a été un peu, on va dire, les premiers à nous jeter un peu le poids sur les pieds. Et du coup, oui, au début, ça a été très, très compliqué. Mais après, c'est vrai que quand la situation… Maintenant, nous, au niveau sanitaire, nous, on est très en contact avec les autres pays européens. Moi, je suis en contact avec Necker, on s'est écrit pour avoir des idées sur comment traiter les patients. Je suis dans des sociétés savantes européennes qui ont fait de tout pour avoir des idées communes déjà au tout début de la maladie pour gérer les patients. Du coup, bien entendu, il y a un substrat qui est scientifique et on va dire pas institutionnel européen qui a mieux fonctionné et qui nous a un peu aidé dans ce cas. Mais par contre, sur l'institutionnel, j'ai mes doutes. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Camilla, moi je veux bien me lancer si personne en a. J'ai une question un peu pratique et de néophyte complète en médecine, mais quel a été votre avis sur ce qu'on a appelé la stratégie d'immunité de groupe et est-ce que ça va arriver de toute manière? Est-ce que c'est la solution aussi à long terme? Enfin, quel est médicalement votre point de vue à ce sujet? Alors, c'est un peu, je vais juste faire une brève introduction. Vous savez que l'immunité de groupe, ça veut dire que s'il y a beaucoup de la population qui a une immunisation au Covid, alors on peut dire que même les autres qui n'ont pas d'immunisation, ils vont être immunisés davantage parce que de toute manière, ils vont rencontrer que des personnes qui sont immunisées. Et c'est la stratégie qu'ont mis en place probablement la Suède, qui a maintenant un taux d'immunisation qui est, je pense, sur les études alentour de 60%. Et l'idée, c'était cela, d'essayer d'avoir toute l'immunisation. C'est un peu difficile, c'est une stratégie qui est en soi très intéressante et très intelligente, mais qui a des gros enjeux quand on ne sait pas quelle est l'immunisation. Donc, si vous me demandez en tant que scientifique quel est mon avis, si je dois me faire que à la science, je ne peux pas dire qu'on peut se poser sur cette stratégie parce qu'on ne sait pas quel est le taux d'immunisation que le Covid nous donne et surtout, on ne sait pas pour combien de temps. On ne sait pas si l'immunisation est une immunisation permanente. On ne peut pas savoir si en fait une deuxième infection peut engendrer une infection qui est plus difficile, qui est plus dangereuse. Du coup, c'est une question qui pose beaucoup de réflexions. Et comme les autres questions, malheureusement, probablement, on pourra répondre à ça que par des études que l'Organisation mondiale de la santé, j'espère, a déjà en route sur les politiques sanitaires qui ont été appliquées par les différents pays. Et là, on pourra peut-être se dire que des politiciens ont été un peu plus vertueux et ont eu raison. Mais comme vous savez, même Boris Johnson a dit au premier, je pense au mois de mars, il a dit nous on va aller pour l'immunité de la population pour après, 2 jours après, être lui-même le premier infecté et dire non pardon, on commence par le lockdown parce que sinon il va y avoir trop de morts. Du coup, difficile à dire. Hein. Merci. En effet, je pense que seulement l'avenir pourra nous donner des réponses. Il y a une question de Marco Bena. Je ne sais pas s'il est encore là. Il veut la poser. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Et alors,
j'ai lu que la phase 2 prévoit aussi 700 000 tampons en France par jour. Est-ce que cette possibilité est vraiment concrètement faisable ou c'est un chiffre trop idéal pour être vraiment concrétisé? Merci pour votre réponse. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'en effet, la chiffre est probablement concrétisable. La difficulté que tout le monde a vécu dans leur pays, et je pense la France aussi, c'est qu'au tout début, on devait prioriser les tampons. On ne pouvait pas, il fallait faire des tampons qu'aux gens qui étaient vraiment graves pour avoir l'idée de l'infection hospitalière. Là, on commence une phase 2 des tampons qui est très, très difficile, mais qui est très, très différente parce qu'en vrai, il faudra essayer de faire un traçage des comptages qui est beaucoup plus capillaire. Et pour ça, c'est très important de faire des tampons au personnel, aux personnes les plus étendues possibles. Après, la difficulté des tampons, c'est que moi, je vous teste aujourd'hui et vous êtes négatif. Après, dans 2 semaines, on ne sait pas ce que vous êtes. Du coup, ça veut dire que là, il faudra voir qu'est-ce que les politiques sanitaires vont faire, qu'est-ce qu'elles vont faire les industries pour leur dépendance. Ils vont essayer de les tamponner une fois tous les 2 semaines, s'ils ne vont pas lui faire de tampons, s'ils vont faire les tests sérologiques. Ça, c'est encore une question qui est très débattue, même en Italie, là, quand on commence à aller au boulot, il y a des industries qui ont décidé de faire les tests sérologiques sans le tampon, des autres qui ont décidé de ne pas faire de tests sérologiques du tout. C'est très, très variable. Du coup, même sur ça, je ne peux pas vous donner une réponse concrète, mais pour le fait de dire qu'il faut augmenter les tampons, ça, c'est sûr. Il faut augmenter les tampons et les faire pour tracer les comptages le plus près possible. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question, peut-être? Quelqu'un veut poser une dernière question? Personne? Rocco, Hermete ou Pascal? Il y a une question en chat, Une je question pense. dans le Oui, chat. une question en chat. Le risque d'une Martine. deuxième vague. Oui, Martine Léonard. La parole est à vous. Oui, bonjour. On entend beaucoup parler de risque d'une deuxième vague avec même des statistiques qui porteraient sur un délai de 20 à 30 semaines calculé sur ce qui s'est passé après la grippe de Hong Kong. Est-ce que vous avez des éléments plus précis là-dessus, sur une deuxième, voire une troisième vague éventuellement? Alors, on n'a pas d'éléments concrets. Moi, je parle juste au niveau de l'expérience sanitaire. On ne peut pas encore dire s'il y aura une deuxième vague parce qu'en vrai, les seuls qui sont sortis vraiment de la pandémie sont les Chinois. Ils n'ont pas encore assez de délai pour nous donner des idées sur une deuxième vague. Du coup, là, on est dans le brouillard. Après, c'est normal qu'on a un virus et qu'il faudra un peu essayer de vivre avec le virus. Et du coup, c'est possible qu'il y aura encore des comptages qui vont remonter. Moi, je pense que la difficulté, là, c'est de raisonner sûrement au niveau politique et institutionnel sur ce qui sont nos objectifs pour l'avenir. Ça veut dire, si vous me demandez, est-ce que l'objectif est de ne plus avoir le virus et de ne plus avoir de comptage, ce objectif n'existe pas. Parce qu'on est devant un virus. Ce n'est pas un objectif qu'on peut se poser. On ne peut pas se dire il n'y aura plus de comptage, parce que sinon, ça veut dire qu'on va vivre en lockdown pendant le reste de notre vie. Moi, je pense que les objectifs doivent être différents. Et ça, c'est une question vraie aussi de communication. La communication, je ne sais pas comment elle a été la communication en France, mais la communication qui a été faite en Italie a été une communication basée seulement sur les numéros. C'est aujourd'hui, on a tant de comptage,
des morts, et ça, c'était que ça. C'était toujours, il y a ce numéro de comptage, ce numéro de mort. Cette communication, elle nous aide pas parce que c'est une communication destructive. La seule chose qui nous intéresse pour pouvoir vivre avec le virus, c'est de savoir si on a de la place à l'hôpital. Ça, c'est la seule chose qui nous intéresse, selon moi. Après, c'est clairement, c'est mon idée personnelle. Parce que la réalité, c'est que nous, on ne peut pas se dire on vivra sans le virus, autant qu'on n'aura pas un vaccin, parce qu'on ne sait pas quand le vaccin va venir et on ne sait pas comment faire pour avoir… La seule moyen qu'on a pour avoir zéro contage, c'est le lockdown complet qu'ils ont fait en Chine, mais nous, on n'a pas une dictature, donc on ne peut pas le faire pendant beaucoup de temps. Du coup, il faut vivre avec le comptage, mais il faut faire une communication qui est basée sur qu'est-ce que sont les places à l'hôpital, qu'est-ce que sont les places dans des soins intensifs, qui nous permet de soigner les personnes. Parce que la réalité, c'est qu'il faut qu'on les soigne, qu'il ne faut pas qu'on aille zéro contage, mais qu'il faut qu'on aille la place pour les soigner. Et ça, c'est vraiment la difficulté. En plus de ça, j'ajoute que de toute manière, on s'est fait une grosse expérience en temps de traitement. Et du coup, bien entendu, même s'il y aura une deuxième vague ou une troisième vague, on aura beaucoup plus d'expérience sur comment les traiter, comment faire pour que nos hôpitaux réagissent à une deuxième et une troisième vague. Et ça va sûrement diminuer le taux de mortalité. Ça, on peut le dire avec un peu de certitude parce que l'expérience, on l'a faite. Ça a été stressant et beaucoup difficile, mais je pense qu'il y a maintenant un peu d'expérience qui peut nous aider pour éventuellement une deuxième ou une troisième vague de l'infection. Merci beaucoup, Lorenzo. Tu es vraiment très, très clair et c'est très intéressant ce débat. Je pense que ce débat nous donne aussi l'opportunité de réfléchir à l'importance de la coopération, non seulement la coopération internationale, européenne que nous avons abordée, mais davantage la coopération entre la médecine, la science et les sciences sociales et politiques, parce que comme tu l'as bien dit, ce n'est pas seulement une question médicale, si oui ou non, lockdown total ou lockdown pas total. La médecine, comme toute autre science, est par nature falsifiable, comme nous le rappelait le philosophe Karl Popper. Donc, forcément, l'erreur fait partie aussi des prévisions. On ne peut pas prévoir le futur. Et donc, c'est là où on rentre dans le champ du politique, qui est celui de la prise de décision et des responsabilités. Donc, je pense que cela est vraiment très important, comme tu l'as souvent souligné. Est-ce que, pour conclure, Pascal, vous voulez faire une dernière remarque plus de politologue, professeur des sciences politiques sur le rapport entre médecine et politique? Merci beaucoup de cette passionnante expérience du cas italien et des spécificités du cas italien, bien que pour beaucoup d'analyses, ce serait très proche de ce qui s'est passé sur le terrain français. Maintenant, en effet, on entend un peu mal. Ah oui. Maintenant, le reste, j'allais dire, bien sûr, sanitaire, parce que, comme vient de bien dire le docteur, va vivre avec ce virus. Et donc, la question sanitaire n'est pas du tout derrière nous. Espérons d'une autre manière, moins dramatique que celle que nous avons connue. Et peut-être pour quelques années. La question sanitaire va durer, mais on voit bien comment en démocratie vont maintenant déboucher également sur une crise économique, sociale, culturelle qui va faire face avec la crise sanitaire et dont les impacts politiques vont être essentiellement majeurs. Et c'est pour ça que les deux conférences que le cercle franco-italien sur la culture et sur la dimension économique sont très intéressantes, parce que là, j'allais dire, on n'est pas sensiblement très grand, mais comme l'histoire a connu dans le passé.
voit bien qu'on n'est pas de la situation de la fin des années 20 et de la crise de 1929. Maintenant, des prévisions de croissance qui sont des prévisions de croissance négatives. Beaucoup de pays semblent s'orienter vers une situation de déflation, et cela va avoir dans nos pays des conséquences politiques majeures. J'espère que simplement dans ces grandes perturbations qui sont à venir, ne mettront pas à mal la nécessité pour toutes les grandes démocraties d'avoir à la fois en amont des systèmes de veille sur les épidémies. On voit bien que c'est ce qui a manqué au niveau italien, au niveau français, au niveau européen, et pourquoi pas voir une Europe qui prendrait en charge, du moins en cas de lieu qu'on la connaît, cette cellule de veille. Et puis ensuite, on voit bien que pendant l'épidémie, les pouvoirs politiques n'avaient pas ce qu'il fallait. Pas suffisamment de masques, pas suffisamment de tests, pas suffisamment de blouses pour protéger ceux qui étaient au front, et les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. Et là, on le voit bien, la France est en découverte, elle était complètement, elle n'avait rien prévu en termes d'équipement. Ça ne peut pas, si vous voulez, on ne supportera pas cette deuxième vague de l'épidémie. Là aussi, on se dit au fond que l'Europe pratique pourrait avoir en charge la gestion de ce stock de médicaments, de ce stock de masques, de ce stock d'éléments pour jauger le caractère positif ou négatif des individus. Il y a là, on voit bien des traces. Excusez-moi, parce que ça résonne beaucoup. Est-ce que vous avez un téléphone portable à côté de l'ordinateur? Je suis en train de terminer. Voilà, j'espère simplement que la politique… Maintenant, on vous écoute bien, on vous entend bien. Voilà, j'espère simplement que le monde politique va être à la hauteur, à la hauteur du défi sanitaire, du défi économique et du défi culturel qui est le nôtre, et qu'on ne va pas recommencer business as usual. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'avoir été là. On espère pouvoir se faire d'autres webinaires avec le docteur Norsa, parce qu'il a été vraiment très intéressant de l'écouter, et il nous a donné beaucoup de pistes de réflexion pour la science politique. Donc, je vous rappelle nos prochains rendez-vous. Mardi prochain à 19h30 avec Angelo Piccirillo, qui est directeur juridique de Sodexo. Donc, il abordera la question du secteur, excusez-moi, des services en Europe et à l'international, qui est dans toute la question logistique. Peut-être Sophie pourra nous expliquer un peu mieux si elle le veut, si elle est là encore. Et les troisièmes rendez-vous, les 26 mai, sur les secteurs culturels. Donc, merci encore. Si Sophie et Météo Rock veulent aussi nous saluer avec un petit mot, et à très bientôt, à presto, Paris, Milan, Rome, Bergame, tout le monde est là. Ben, un grand merci. Merci beaucoup Camille. Et oui, effectivement, la semaine prochaine, on aura le point de vue d'une entreprise, donc d'un côté pour les répercussions économiques sur le secteur économique, et de l'autre, c'est une entreprise qui évolue dans les services. Donc les personnes qui ont continué à travailler et qui représentent un peu la deuxième ligne, disons, de ceux qui ont continué à travailler malgré le confinement, et ce serait donc l'occasion de comprendre comment ce secteur a réagi et a coordonné ses différentes actions face à une crise majeure de la sorte, et comment elle prévoit et réfléchit à l'avenir d'un point de vue économique de façon plus large. Merci à tous. E grazie Lorenzo, grazie ancora davvero. Grazie Lorenzo. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Ciao.